j'avoue. Hello tout le monde et bienvenue dans cette conférence numéro, je sais plus. Celle de 15 heures. Voilà, celle de 15 heures. Avec Christopher Piton, où on va parler LinkedIn. Pour ceux qui ont passé toute la matinée avec moi, et ben encore une fois, merci beaucoup d'être là. Toujours, c'est trop cool de nous écouter parler de contenu. Pour ceux qui viennent de débarquer, et ben bienvenue du coup dans cette conférence de Content Summit. Et ben écoute, on va démarrer tout de suite. Christopher, déjà, est-ce que tu peux Ah commencer oui. par te présenter pour ceux Ouais, qui ne te connaissent pas encore? tout à fait. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christopher Python, le gars dans le petit rond jaune, donc sur la photo de profil LinkedIn en tout cas. Et moi je suis coach et formateur LinkedIn, donc j'accompagne surtout les indépendants et entreprises à développer leur activité sur LinkedIn, et grâce notamment à une stratégie de réseautage et de contenu bien huilé. Et je suis également l'auteur du livre À la conquête de LinkedIn qui a été publié aux éditions Erol. Trop bien. Je l'ai acheté, je l'ai lu, il est trop cool. Parfait. Bon bah ça fait Si vous plaisir. l'avez pas encore acheté, achetez-le, il est trop bien. Ok, et depuis combien de temps tu t'es lancé sur LinkedIn, toi? Ouais, alors moi, je me suis vraiment lancé officiellement le 2 janvier 2018, donc une date qui est vraiment très précise parce que c'est ce jour-là où j'ai décidé de me lancer dans un challenge de publier un post par jour pendant 90 jours. Et depuis, Ah, je ne suis pas arrêté, sauf juste la fréquence d'un post par jour. mais tu continues. Et aujourd'hui, Ouais. tu as combien de followers et taux d'engagement? Enfin, c'est quoi un peu ton Ouais. succès? Alors moi, j'ai tout juste un petit peu plus de 33 000 abonnés. Et mon taux d'engagement moyen à peu près sur mes publications, ça oscille entre 2,5 et 3%, Mm. ce qui n'est pas négligeable. On va dire un taux correct, c'est à peu près 1%. Et du coup, en termes de leads par semaine, j'oscille à peu près à 5 à peu près par semaine, sachant que moi, j'ai pas besoin de volume, étant donné que je suis sur du coaching et que le coaching, après, sur un positionnement qui est un peu plus haut de gamme. Putain, c'est cool, hein, ça fait un lead par jour quand même. Ouais. C'est juste comme ça en créant du contenu, c'est énorme. Et juste pour 2,5% de taux d'engagement, ça fait combien de likes à peu près ou de commentaires par publication, ça? Ouais, ça fait à peu près entre 250 et 300 likes et à peu près 150 commentaires par publication en moyenne. Après, tout dépend du type de format. J'étais sur les carousels, maintenant je suis plus sur des schémas. Ouais. Mais voilà, j'essaye de varier et de pas lasser aussi l'audience, c'est aussi un challenge. Trop cool. Et en fait, pourquoi finalement tu t'es lancé sur LinkedIn et enfin, Hmm. pourquoi tu as choisi ce réseau? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? Enfin, donc tu viens de le dire, ça t'apporte 5 clients par semaine, enfin un lead. Ouais, ouais. Voilà, mais pourquoi LinkedIn, ouais. Alors quand je me suis lancé en 2018, donc ça peut paraître un peu lointain, enfin ça fait que 3 ans, mais la portée organique sur LinkedIn était encore extrêmement généreuse et la plupart de mes concurrents orientés sur, on va dire, la stratégie digitale, stratégie éditoriale digitale sur les réseaux sociaux et surtout plutôt, ils misaient davantage sur Facebook et Instagram et je me suis dit pourquoi pas justement utiliser un autre canal marketing qui est sous-exploité et en faire après un canal d'acquisition unique. Et c'est vraiment sur LinkedIn que j'ai misé. Et du coup, ça a bien fonctionné. J'ai pris de l'avance. Aujourd'hui, maintenant, les concurrents se ruent sur LinkedIn parce que la portée organique est généreuse et qu'on y vient pour du business. Et ben, t'as fait un bon pari, t'as misé sur le bon cheval, comme on dit. Ouais, c'est clair. Ok, alors au programme, les gars, on va d'abord commencer par parler donc, de, bon, tu l'as déjà un peu évoqué, mais de vraiment Ouais. pourquoi aller sur LinkedIn, pour qui ça peut être intéressant. Ensuite, on va évoquer comment se rendre visible sur LinkedIn, comment faire des posts qui cartonnent en gros, puis comment convertir, donc vraiment attirer des leads, parce que finalement, on est là pour du business. Et on va finir par du quick and dirty sur l'algorithme, toutes les petites questions que vous pouvez avoir sur les hashtags, tout ça, etc. Avant de prendre les questions du public, donc 5 minutes à la fin. Pour ceux qui débarquent, les autres, bon, vous le savez maintenant, mais pour ceux qui débarquent, il y a la partie questions en haut à droite où vous pouvez poser vos questions. Ce que je vous invite à faire, c'est de voter pour les questions que vous voulez vraiment que je pose. Parce que moi, à la fin, en fait, je vais trier par celles qui sont plus votées. Et donc, je vais prendre juste comme ça. Quoi, je peux en prendre seulement 2 ou 3 par conférence. Ok, alors, tu as déjà un peu répondu à la question, Christopher, mais pourquoi aujourd'hui, selon toi, LinkedIn est vraiment essentiel en fait dans sa stratégie business? Ouais, alors surtout si on est dans une stratégie B2B, LinkedIn pour moi est vraiment la plateforme numéro un, bien loin devant Viadeo, malheureusement. Et en fait, Via des quoi? surtout, comment? Via des quoi? Viadeo, Viaduc avant Viadeo. Et bref, sur LinkedIn, en fait, c'est à peu près 92% des acheteurs B2B qui interagissent avec des leaders d'opinion. Et selon ces statistiques, 45,6% des décideurs B2B
qui ont découvert un contenu qui amène à un achat sur LinkedIn. Et grosso modo, que ce soit sur LinkedIn ou sur notre plateforme, il y a toujours la règle des 1% qui s'applique. C'est-à-dire, tu as 1% des utilisateurs qui créent du contenu et qui sont très actifs sur la plateforme. Tu as 9% qui vont surtout interagir au contenu et 90 autres % qui vont surtout consommer le contenu. Et ce qui va être intéressant, en fait, surtout pour les indépendants et les créateurs de contenu, c'est vraiment d'être sur LinkedIn parce que la portée organique est encore très généreuse. Et l'idée, c'est de faire partie de ces 1% pour créer du contenu et toucher des cibles pour apparaître dans leur écosystème. C'est aussi de donner envie finalement à ces 9% d'interagir avec nos contenus et finalement de donner envie à cette majorité silencieuse qui consomme juste nos contenus de nous contacter parce que majoritairement, c'est plutôt les gens qui n'interagissent pas avec nous qui nous contactent pour du business. Ouais, ça c'est intéressant. Je rebondis juste sur un mot que tu as dit, la portée organique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le fait de faire des vues gratuitement. Enfin, tu me reprends la visibilité, tout simplement la visibilité, ouais, c'est ça. Voilà, sans payer, ce qui n'est pas le cas pour Facebook par exemple ou Instagram où c'est un peu plus concurrentiel. Il faut payer. Tu l'as un peu abordé aussi, mais l'audience aujourd'hui sur LinkedIn, c'est qui sur LinkedIn en fait? Qui est vraiment actif là-dessus? Ouais. Alors sur LinkedIn, en fait, on retrouve majoritairement 3 grosses catégories. Tu vas avoir plutôt ce que moi, la catégorie recrutement, c'est les recruteurs et les chercheurs d'emploi, étudiants, etc. Le monde du salariat, donc tout ce qui va être entreprise, collaborateurs et les commerciaux. Et après, une autre troisième catégorie qui va être plutôt les entrepreneurs et les indépendants dans le B2B. Ouais. Donc c'est sûr que pour un charcutier, ça sera beaucoup moins intéressant d'être sur LinkedIn. Quoique, il pourrait se faire une bonne image de marque en devenant le charcutier de LinkedIn. Ouais. Mais bon, ça ferait un petit peu bizarre, tu vois, le terme, mais pourquoi pas. Oui, le charcutier de LinkedIn. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là. mais bon, globalement, il y a de la place pour tout le monde quand même. C'est vrai que ça peut être moins différenciant. Après, tu as raison, je crois que ouais, c'est plus intéressant. Enfin, c'est très intéressant, surtout, donc, si je comprends bien, pour les entrepreneurs, les RH et les salariés dans le marketing, tout ça, communication, c'est ce que tu as dit? Majoritairement, ouais, dans le B2B, un petit peu moins dans le B2C, même si par exemple, tu vois, tu t'adresses à des étudiants ou à des écoliers plutôt, forcément, si tu es coach scolaire, tu vas t'adresser avant tout aux parents et pas directement aux enfants qui ne sont pas sur LinkedIn, mais tu vas t'adresser aux parents qui, eux, sont sur LinkedIn et avant d'être un professionnel, ce sont aussi des parents. Et du coup, le contenu fonctionne aussi très bien. Ok, trop cool. Parlons un peu de comment se rendre visible. Alors, déjà, on va aborder la question que tout le monde se pose toujours, pour moi, la même côté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne l'algorithme LinkedIn? Alors, j'entrerai davantage dans les détails dans le Bundle Content Checker, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on publie, il y a vraiment un échantillon des personnes qui ont engagé sur nos dernières publications, plus les personnes qui sont dans notre réseau de niveau 1, plus nos abonnés qui le voient dans notre fil d'actualité. Et du coup, en fait, cet échantillon-là va varier selon l'engagement généré par les précédentes publications, plus la taille de son réseau. Et à partir de là, en fait, LinkedIn calcule le taux d'engagement, donc c'est-à-dire le nombre de réactions, de commentaires et de partages divisé sur les vues, plus le temps passé sur la publication, ce qu'on appelle aujourd'hui les dwell time. Ce qui donne en fait un score global. Si le score est mauvais, LinkedIn stoppe ou réduit drastiquement la visibilité du post. Si le score est bon, là, c'est reparti pour un tour jusqu'à la mort de la publication, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui interagisse dessus. Et du coup, ça permet d'entrer dans une boucle de viralité. C'est comme ça qu'un buzz se crée. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est comme sur TikTok, j'ai l'impression que les algorithmes sont assez similaires. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment chaque contenu est unique et passe par le même processus, peu importe de qui ça vient. C'est-à-dire que toi, finalement, même avec 33 000 followers, en fait, c'était pas tellement plus avantagé qu'un autre. Et tu peux aussi faire un flop. Si ton contenu est pas bon et qu'il a un mauvais score, il peut flopper. C'est ça que tu dis? Ouais, c'est un peu ce que j'appelle, moi, l'effet soufflé d'un post. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir, comme dans un gâteau, tu as un post qui explose, qui est vraiment dans un pic de visibilité. Tu fais un post 2 jours plus tard ou le lendemain, tu te dis, là, c'est parti, j'ai tout dégommé et c'est obligé que le post d'après continue sur cette même lancée. Et là, tu retombes sur justement ta visibilité quasi actuelle, un tout petit peu plus parce que forcément, tu bénéficies de la traction de ton précédent post.
mais c'est pas pour autant que ce buzz va conduire à d'autres buzz, etc. C'est un petit peu on va dire l'inconvénient sur LinkedIn, contrairement par exemple à YouTube où si tu as déjà beaucoup d'abonnés, bah, tu vas avoir proportionnellement un nombre de vues qui se maintient. Proportionnel. Du coup, si on est d'accord qu'en fait c'est vraiment le post qui fait la visibilité et qui va faire que ça marche ou non, j'imagine que y a des manières, parce que si toi tu as toujours 200-300 likes, Ouais. tu as quand même compris la sauce, je pense, pour que ça marche et puis pour que à chaque fois ton taux d'engagement soit bon. Donc, est-ce qu'il existe des formats de posts qui fonctionnent mieux que d'autres? Ouais. Alors, ce que je dis toujours aux gens, c'est que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas pour les autres. C'est pas forcément une recette miracle, il n'y a pas de vérité absolue. Ça va vraiment dépendre de l'audience qu'on cible. Moi, typiquement, je vais avoir un ton humoristique, je vais utiliser des schémas, je vais parfois me mettre en scène sur certaines publications parce que ça va résonner auprès de mon audience. Si on s'adresse à une audience qui n'a pas cette même tonalité, qui n'a pas les mêmes codes, ça ne va pas forcément résonner en eux, ça ne va pas connecter. Donc, voilà, généralement, ce qui fonctionne bien, ce sont les posts textuels seuls. Et depuis que l'algorithme a changé, où les posts passent de 1300 à 3000 caractères, forcément, on voit de plus en plus de posts qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus storytellés. Mais, à contrario, les posts ultra courts fonctionnent très, très bien. Et justement, tu peux très bien avoir Justine Welch, alors je ne sais pas si j'écorche son nom, qui fait des posts ultra courts, ultra punchy qui marchent bien. Et son homologue français, Thibault Louis, qui plutôt réutilise bien ce concept-là. Et même toi, tu as aussi testé et ça marche bien. Comme quoi que c'est pas parce qu'on voit une mode arriver que c'est forcément ça qui va cartonner. En fait, en prenant le contre-pied, ça marche parfois aussi très très bien. Ouais. Ce que tu veux dire, du coup, c'est qu'il faut quand même rester un peu. Ce que j'imagine, c'est que du coup, ça change souvent, quoi. Et il faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe aux États-Unis, suivre des contenus américains pour savoir un peu comment s'adapter, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu fais quand même des carousels et des infographies. Donc, pourquoi tu as choisi ce format-là, toi, au final? Alors, le carrousel, j'avais choisi surtout parce que quand j'écrivais mon livre, j'avais beaucoup moins de temps à passer pour créer du contenu. Avant, j'avais une fréquence de 3 publications par semaine. Et avec l'écriture du livre, je ne pouvais pas avoir la même énergie créative et c'était compliqué de pouvoir aussi animer une communauté parce qu'il ne suffit pas juste de publier. Quand tu publies, après, il faut gérer les commentaires, les messages privés, etc. Donc, je me suis dit, quel type de format je pourrais utiliser pour passer moins de temps mais avoir le même impact? Et j'ai misé sur les carousels qui venaient tout juste de débarquer sur LinkedIn. J'ai eu ça surtout chez l'Américain qui est vraiment connu par tout le monde, Gary Vaynerchuk. Et du coup, il commençait à l'utiliser un peu en mode BD. Je me suis dit comment moi, je pourrais me l'approprier sur LinkedIn pour véhiculer un message, partager une histoire et des astuces concrètes. Et du coup, j'ai testé le carrousel. Ça a super bien fonctionné. Et du coup, j'ai même triplé ma visibilité en faisant qu'un seul carrousel par semaine pendant 8 mois. Et du coup, après, je me suis dit, voilà, je vais peut-être changer de format parce que les gens commençaient à me reconnaître que comme la personne qui fait des carousels. Et au bout d'un moment, ça peut être un petit peu le piège. Tu es un peu dans ta prison dorée où tu es enfermé dans un format et pour en ressortir, ça devient compliqué. Donc, rapidement, j'ai testé les schémas. Pareil, qui sont inspirés aussi de Visualize Value qu'on peut retrouver sur Twitter. Et du coup, qui marche très, très bien. Et le format, justement, carousel ou schéma, ça permet d'avoir un impact visuel très, très fort sur l'image de marque parce que moi, mon identité graphique, c'est le jaune, c'est le noir. Et ça permet, en fait, en un coup d'œil, de pouvoir imposer son image de marque et créer, justement, un ancrage dans l'esprit des gens qui me suivent. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, si je devais retenir deux choses, c'est que déjà, tu n'as pas hésité en fait à aller en contre-pied de ce qui se fait sur LinkedIn parce que tout le monde dit que voilà, c'est le texte qui marche le mieux et c'est vrai que d'un point de vue algorithmique, on remarque souvent que c'est ça. Mais toi, tu es allé chercher en fait tes forces finalement. Tu te dis, bon, voilà, tout le monde fait ça, mais. Et moi, je ne veux pas. Moi, je vais faire des carousels C'est ça. et je vais être meilleure que vous. Donc, moi, je dirais, la leçon 1, c'est ça.
Et la deuxième, c'est que, en fait, une fois qu'on a réussi à acquérir de la visibilité, on rentre dans la problématique de la rétention. Et que, du coup, en fait, les carousels, ça t'a permis de te faire connaître, mais maintenant, il faut garder l'audience et du coup, tu n'as pas hésité à changer en fait de format Ouais. et à passer à autre chose que je trouve hyper intéressant. Et, Ouais. ouais, puis ça peut être le piège, justement, à partir du moment où tu es dans un format qui marche super bien, après, tu prends plus le risque de te renouveler. Mm. Et du coup, après, ton audience, ça peut se lasser que si tu prends le risque de te renouveler, voilà, faut être OK sur le fait que tu peux perdre en visibilité, mais arriver à un certain niveau de visibilité, tu commences à avoir certains blocages psychologiques qui sont ouais, mais si je change de format, finalement, je vais peut-être perdre toute la visibilité que j'ai gagnée jusqu'ici. Et finalement, en fait, faut dépasser ce blocage-là, qui n'est pas évident à n'importe quel niveau de visibilité, que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Ouais. Et de manière plus concrète et plus pratique, comment tu fais en fait pour trouver régulièrement des idées? Parce que du coup, tu as quand même dû faire un post par jour pendant un moment. Ouais. Là, ça fait 1 an que tu crées du contenu. Enfin, plus que ça, 2 ans, 3. 3. Ouais. Comment tu fais en fait? Ouais. Il y a toujours la réponse classique qui est utiliser des outils pour se nourrir en termes d'idées. Tu as les grands classiques type Answer de Public, où justement là on voit ce que concrètement les gens tapent sur Google lorsqu'ils posent des questions. Donc ça peut donner des idées. Tu as Google Alert, c'est pareil, donc il suffit juste de mettre une alerte sur un mot-clé et on peut avoir toutes les actualités chaudes à partir de ce mot-clé-là. Donc ça, c'est vraiment le classique, sinon, tu as BuzzSumo qui permet aussi de trouver les articles qui ont aussi été le mieux partagés, les plus populaires sur les réseaux sociaux. Donc ça peut nous donner aussi des idées. Et après, le moins répandu, et ce que moi je recommande généralement, c'est se nourrir d'idées des personnes qui sont convaincues du contraire. C'est-à-dire qui sont totalement à l'opposé de tes opinions. Et généralement, c'est difficile de se dire, tiens, je vais aller lire son contenu parce que tu y vas avec une envie, tu vois, limite, t'es crispé, t'as envie de mettre une petite claque par-ci, par-là. Et finalement, en te nourrissant des opinions contraires, ça te permet à toi de te construire un argumentaire, des idées clivantes qui sont beaucoup plus fortes. Et ça permet aussi d'assumer encore plus ton opinion et ta position. Mais après, techniquement, en gros, ce que je fais, c'est que je note concrètement toutes mes idées sur un Notion. Ouais. Donc, toutes les idées par catégorie en fonction de ma stratégie de contenu que j'ai établie sur LinkedIn. Je prends à peu près 2 heures chaque semaine pour commencer à écrire les idées. Et après, j'écris vraiment les posts. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, je les écris de manière à tu vois, laisser incuber les idées, à peut-être les retravailler pour les rendre encore plus percutants, supprimer des mots, changer des mots, peut-être carrément supprimer un paragraphe. L'idée étant que chaque phrase donne envie de lire la phrase suivante. Si à un moment dans la relecture, voilà, ça coince, il manque de la fluidité, je réécris. Ça m'arrive parfois de réécrire entièrement un post. Ouais, ça m'arrive aussi. Il y en a qui sont toujours dans les brouillons aussi depuis des mois. Ouais, c'est clair. Si tu avais une erreur sur LinkedIn que tu vois tout le monde faire et qu'ils doivent absolument arrêter à partir de cette conférence pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant, ça serait quoi? Alors ça va déplaire, mais c'est d'arrêter de publier qu'à l'instant. Je vois beaucoup de personnes qui sont pas qui sont dans l'opinion contraire. Donc moi justement, je me suis nourri de ces personnes-là, de ces opinions, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est toujours bon d'avoir une stratégie éditoriale. Et contrairement à ce qu'on pense, ça vient pas casser la créativité. Justement, moi, ça vient la développer parce que ça m'enlève une pression psychologique de me dire qu'est-ce que je vais publier demain si je dois vraiment publier demain, et ou de publier quelque chose à l'arrache ou publier à l'instinct une fois par semaine, enfin une fois une semaine, 3 fois la semaine suivante, 0 la fois d'après, 4 fois la semaine suivante. Finalement, c'est pas se rendre service. Bien entendu, je préfère avoir une stratégie éditoriale qui soit bien claire, et ça m'empêche pas de temps en temps de publier de manière totalement spontanée parce qu'il y a quelque chose qui me plaît. Ouais. Pour rebondir sur un sujet d'actualité, pour rebondir sur quelque chose, sur les coulisses de mon activité. Enfin, il y a plusieurs manières de faire. Mais voilà, je suis beaucoup plus créatif en ayant une stratégie éditoriale qui est claire et en publiant pas uniquement qu'à l'instant. Ok.
En parlant, enfin, pour parler de conversion, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour qu'un follower devienne un client ou un lead sur LinkedIn? C'est quoi le chemin? Comment faire pour y arriver? Ouais. Ça va dépendre de l'objectif. En fait, moi, je vois concrètement 2 objectifs sur LinkedIn. Le premier, c'est pour faire grossir sa liste email, de manière, voilà. Et la deuxième, c'est de générer des conversations business directement en message privé. Après, on peut avoir d'autres objectifs, chaîne YouTube, etc., podcast, mais on va dire que ce soit ces 2 objectifs principaux. Soit ton follower, il adore tes contenus, il suit tes contenus, et au bout d'un moment, il te contacte par message privé, et à partir de là, tu peux engager la conversation avec lui. Soit il a adoré tes contenus, tu avais un lien qui indique « Abonnez-vous à mes emails privés », et du coup, il s'abonne à tes emails, et après, forcément, tu as des newsletters qui permettent après de convertir. Mais surtout, ce que je recommande quand on est sur LinkedIn et qu'on veut vraiment faire de LinkedIn son canal d'acquisition, c'est d'être proactif. Il ne faut pas juste attendre de se dire « je crée du contenu et les gens vont venir à moi ». Oui, il y a un pourcentage, mais le gros pourcentage restant ne va pas nous contacter. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment levier sur nos contenus, de détecter les signaux qui sont faibles et forts dans les commentaires. Les personnes qui visitent les profils, nos profils, du coup, engager la conversation avec eux, envoyer un message d'invitation. Voilà, enfin, il y a plusieurs manières de faire levier sur ces contenus pour générer des conversations business et pas attendre que les gens viennent à nous. Alors, je ne sais pas si c'est moi qu'on a perdu ou si c'est Inès ou si c'est Maud qu'on a perdu. Bon, on a perdu Maud. Alors, ce que je propose, c'est que je vais poursuivre tout seul. On va attendre quelques petites secondes et si jamais on l'a vraiment perdu, je continuerai tout seul. Oui, je vais répondre aux questions en attendant. Parfait. Alors, Olivier qui disait « Quels sont les ingrédients magiques pour faire un carton au-delà de la fréquence des posts, la qualité, l'originalité du contenu, nota bene, carton pas 20 000 vues, mais un step significatif au-delà de 1500, par exemple. » Au-delà de la fréquence des publications, au-delà de la qualité et l'originalité, comme j'expliquais, elle est peut-être revenue. Ok. Non, elle n'est pas revenue. Okay. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'ingrédients magiques, mais s'il y avait une seule chose que je te recommanderais, c'est vraiment de travailler ton accroche. Pour moi, l'accroche, ça représente 80% du travail. Soit l'accroche sur ton post, c'est-à-dire les 210 caractères qui précèdent le bouton « Voir plus », ou sinon, que ce soit sur un carrousel ou un visuel, c'est vraiment le titre en particulier sur lequel il faut se focaliser pour capter l'attention et se démarquer de la masse des contenus qui défilent sur le fil d'actualité. C'est bon, je suis à nouveau là, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu une petite coupure Wi-Fi comme ça. Pourtant, j'ai eu un câble Ethernet. C'était surprenant, mais t'as bien géré, Christopher. Enfin, me revoilà. De toute façon, on est arrivé dans les quick and dirty, donc j'espère qu'il n'y en a pas une que tu as pris en tête. Non, j'ai commencé à répondre aux questions. Ouais, sinon tu me le diras si c'était dans les quick and dirty. Ça marche. Parce que là, il est 25, donc on va y aller. Ok. Alors, hashtag, est-ce que c'est utile ou pas? C'est utile pour, par exemple, utiliser un hashtag pour développer son image de marque. Typiquement, moi, j'utilise toujours à la conquête de LinkedIn qui permet de promouvoir subtilement mon livre. Et les personnes ont un seul hashtag sur lequel tous mes posts, en fait, sont référencés. Donc, ils cliquent sur hashtag et ils peuvent relire l'intégralité de toutes mes publications. Trop cool. Est-ce qu'il y a une heure et un jour auquel il faut poster? Alors, les études, en fait, on parlait des mardis, jeudis, entre 8h et 10h. À mon sens, le bon moment pour publier est plutôt un équilibre entre sa disponibilité et l'heure à laquelle votre audience a l'habitude de se connecter. Et pas uniquement se dire les études disent telle heure à telle heure. On commence par tester les heures des études et ensuite, on s'adapte par rapport à notre audience. Je suis d'accord. On dit toujours qu'il faut poster à 9h, mais moi, à 9h... 9h, moi, je ne suis pas là. Hein. Moi, je suis focus sur autre chose. non, late, ça passe très bien aussi. Ça marche. Combien de posts il faut faire par semaine?
Bah, je dirais un minimum, deux dans l'idéal, trois, ça serait parfait. Mais à mon sens, comme je le disais, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de vérité absolue. Il faut juste vraiment être régulier et constant. J'insiste sur la constance pour avoir des effets positifs sur le long terme, parce qu'on ne gagne pas la confiance d'un prospect, d'un client au bout de 3 posts en publiant un instinct. Ouais. Alors, j'allais te demander les stories ou pas, et en même temps, Oui, j'ai l'info, t'inquiète. LinkedIn, un post de Pauline Sorda qui disait que c'était la fin des stories. ouais, fin septembre, LinkedIn abandonne ce format-là. Donc, utile ou pas, la question ne se pose plus. C'est dingue, ça. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient Bah, moi, continuer. j'aimais bien, c'était En plus, ça a complémentaire. commencé à prendre là, je trouvais. Donc, Ouais, bah, dommage. c'est comme ça, on va utiliser Instagram. Ouais. Est-ce qu'il faut créer du contenu sur la page entreprise ou le compte perso? Moi, je préfère davantage sur le compte perso parce que la portée organique, donc la visibilité, est nettement meilleure. Par contre, pour une page entreprise, c'est intéressant d'utiliser dans le but de développer une stratégie RH, une marque employeur, et bientôt pour mettre en avant une nouvelle fonctionnalité que LinkedIn va proposer, qui est les pages produits, entre guillemets, où on pourra avoir dessus des avis clients, mettre en avant les entreprises avec lesquelles on a travaillé, donc mentionner les pages entreprises. Donc ça peut être un bon outil de preuve sociale. Ouais. Mode créateur, oui ou non? Oui, si la volonté est vraiment de gagner en influence et si on est créateur de contenu très régulier. Non, si c'est juste pour sauter sur cet effet de mode et surtout pour ceux qui débutent, mieux vaut pas l'activer maintenant parce que l'objectif, c'est avant tout d'augmenter le nombre de connexions et de générer des conversations business. Par contre, si on commence à avoir une visibilité et qu'on souhaite vraiment gagner en influence, là, ça peut être intéressant d'utiliser. Moi, typiquement, j'observe encore et j'attends le résultat de l'étude de Richard Vanderbloem qui est par rapport à justement le mode créateur qui devrait arriver là en septembre. Ok. Est-ce que tu as deux, trois comptes à recommander, à suivre, pour s'inspirer? Et après, je vais essayer de prendre les questions que tu n'as pas prises. Ouais, j'en ai pris qu'une. Donc, comme ça, moi, c'est La première dans les la votes. question d'Olivier. Donc, du coup, moi, je vais proposer à suivre que des comptes femmes. Alexandra Martel au Canada, qui est beaucoup plus spécialisée sur le pricing et le copywriting. Shayra Bottom, qui est, elle, une influenceuse LinkedIn américaine, que moi, je suis par rapport surtout aux nouveautés. Et aussi le compte de Mélanie Bigot, la française, qui est très, très inspirant en termes de combinaison storytelling plus une thématique de niche, et en l'occurrence, elle, l'orthographe. Comment réussir à proposer des astuces concrètes applicables en mélangeant le storytelling, et du coup, c'est intéressant. Trop bien. Écoute, on a 1 minute, donc je vais juste en poser une, parce que de toute façon, tu en as posé une autre avant. Celle de Mathilde, est-ce que tu as des conseils rapidement pour favoriser l'engagement en commentaire plus qu'en like et réaction? Bon, en Ouais. gros, pour générer des commentaires, quoi. En gros, pour générer des commentaires, ça va être vraiment de maximiser sur l'appel à l'action. Si l'appel à l'action est bateau du style qu'en pensez-vous, c'est pas suffisamment précis, ça va pas générer des conversations. Par contre, si la question est vraiment orientée débat sur lequel on a une position tranchée, du style moi je pense ça, et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet précis? Donc, lorsque l'appel à l'action est vraiment très précis, la question est précise, ça générera des commentaires qui seront beaucoup plus intéressants et ça générera même des débats au sein même des commentaires, ce qui est encore meilleur pour la boîte. Ouais. Écoute, il est 30, donc moi, il faut que je passe à la conférence suivante avec, j'ai oublié, avec Caroline, voilà, sur Clubhouse. Ça marche. Je vais devoir te laisser là. Ce que je peux vous dire à tous, c'est de suivre évidemment Christopher sur LinkedIn, d'acheter son bouquin si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre moi-même sur LinkedIn, sur YouTube, et on a mis tous les liens qui sont dans le chat si vous kiffez les webinaires comme ça, parce que j'en organise assez régulièrement. Pour ceux qui veulent passer à Clubhouse, normalement, il y a le lien aussi dans le chat, donc on y va, go. Pour tous les autres qui faisaient juste un coucou, merci beaucoup d'être passé. Merci Christopher, c'était trop cool aussi pour toi que tu sois venu. Et je vous dis à plus tard dans le webinaire. Avec un grand plaisir. Merci Maude et à plus tard dans le car. Ah, j'adore.